Imaginons ensemble l'école de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Et si la dictée pouvait être vecteur d'intégration sociale? En tout cas, c'est ce que essaie d'inculquer Rachid Santaki grâce à la dictée géante qu'il organise depuis 2013. Il sera notre invité, ainsi que le linguiste Julien Barret. Chaque automne, depuis plus de 30 ans, la fête de la science célèbre le partage des connaissances et le plaisir de la découverte. Et cette fête débute justement ce week-end. On en parle en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, on leur a demandé ce que représentait le féminisme pour eux. Mais avant cela, on retrouve Mickaël Dorian avec l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors hier, vous avez parlé de la pénurie de carburant qui touche les transports scolaires, notamment dans les Hauts-de-France. Visiblement, il y a du mieux. Oui, grâce au déblocage de stocks stratégiques qui ont permis ce matin à tous les cars scolaires de la région de rouler. Je vous expliquais notamment hier qu'en milieu de semaine, une dizaine de cars de ramassage étaient à l'arrêt près d'Amiens. Tout est donc rentré dans l'ordre pour le moment, mais la situation reste fragile selon Franck Dersin. Il est vice-président en charge des transports dans la région et joint ce matin par nos confrères d'RTL. J'ai été très inquiet, effectivement, parce que tous les transporteurs, un à un, nous disaient « Attention, on peut tenir que jusqu'à la fin de la semaine, voire début de la semaine prochaine. » Mais depuis la décision du préfet de région de débloquer les réserves stratégiques, ils commencent à être livrés, ils ont leur propre citerne. Et petit à petit, effectivement, sur ce dossier des transporteurs scolaires, ça va un peu mieux. La SNCF également nous avait dit pouvoir tenir encore une semaine avec ces trains diesel. Ils commencent à être livrés également. Normalement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème de transport scolaire. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, est arrivé en Martinique. Oui, Pape Ndiaye y entame une visite officielle de 3 jours d'échanges autour notamment de l'avenir de l'école et de la lutte contre les inégalités. Premier arrêt aujourd'hui dans une école située dans une zone d'éducation prioritaire à Fort-de-France. Dans l'actualité également, c'est le coup d'envoi de la fête de la science. 31e édition, ça démarre aujourd'hui. Cet événement propose jusqu'au 17 octobre des milliers d'animations gratuites ouvertes à tous, y compris aux écoliers, collégiens et lycéens sur le thème cette année du changement climatique. L'opportunité aussi de découvrir les laboratoires, les universités, les musées ou les centres de sciences et de rencontrer les personnes qui font vivre la recherche dans notre pays. Et puis cette année, on célèbre le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. À cette occasion, la ville de Lyon propose une exposition interactive consacrée au pharaon, un rendez-vous qui plaît notamment aux jeunes générations, toujours autant fascinées par les mystères de l'Égypte antique. C'est le cas d'Agathe, 11 ans, qui a visité l'exposition avec sa classe et qui était interrogée sur Europe 1 ce matin. Écoutez. Pour moi, c'est un monde magique. Je suis passionnée par l'Égypte. Toutankhamon, c'est des pharaons dont on a perdu les traces. J'aime beaucoup le suspense. Quand on va découvrir la tombe, c'est surprenant aussi la quantité d'or, les bijoux, les merveilles que j'adore. Merci Mickaël. Merci Virginie. L'initiative de dictée géante et de Rachid Santaki est partie d'un constat clair. L'orthographe et les mots sont des enjeux essentiels pour enrayer les inégalités sociales et notamment à l'école. On en parle tout de suite dans le grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Rachid Santaki. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, romancier, scénariste, ça ne s'arrête jamais. Organisateur de la dictée géante. On va en parler évidemment puisqu'on parle de dictée aujourd'hui. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir à nouveau Julien Barret. Bonjour. La dernière fois, c'était un bonheur de vous avoir, cette fois-ci forcément aussi. Vous êtes auteur, linguiste, formateur en prise de parole. Tous les deux, vous sortez 2 bouquins fabuleux dont on va parler aussi, Parler avec style, aux éditions First pour vous, Julien Barret. Et Une dictée peut tout changer de Rachid Santaki. Édition, c'est Époque épique, c'est ça? Je ne me trompe pas? Chez Marabout, effectivement. Voilà, chez Marabout. Exactement. Alors, Rachid Santaki, vous êtes à l'initiative de la dictée géante. La dictée géante. Non, mais je me suis dit, est-ce que c'est possible, ça, la dictée géante? Mais oui, c'est possible et ça marche. Une dictée itinérante dans toute la France comme vecteur social. Est-ce que celle de Pivot était trop élitiste? Pour tout vous dire, je me souviens
de pivot quand j'étais petit, mais j'étais pas forcément fan de dictée étant plus jeune. Et oui, celle de pivot, c'est quand même pour les cracks de l'orthographe. Donc je suis dans une autre démarche. En fait, c'est surtout au-delà du fait que vous êtes des cracks d'orthographe, parce que je crois qu'il y en a plein qui vous suivent et qui sont aussi des cracks. C'est surtout que c'est l'autre démarche, c'est une démarche beaucoup plus humaniste, si je puis dire, humaine, et puis qui est un vecteur social, Exactement. je disais. Oui, c'est ça, c'est de fédérer en fait les publics, quel que soit le niveau, écoliers, collégiens, lycéens, adultes, et personnes aussi en inclusion, autour de notre langue et autour de l'exercice de la dictée. Et là aussi, c'est remanier l'exercice, puisque je ne parle pas de notes, et le public, finalement, c'est le public qui fait le succès de l'événement, parce qu'on s'applaudit, parce qu'on passe un bon moment. Et on a quand même des mots bizarres qui vont interpeller le public aussi. Quoi comme mot bizarre? Celui que je sors beaucoup en ce moment, c'est hippopotomonstrosesquipédaliophobie, et qui est né en 2007. On dirait un mot allemand, parce qu'il y a autant de lettres, c'est très rare. Pour tout vous dire, ce mot, il est apparu sur un plateau de télé anglais, où c'est le présentateur qui avait inventé ce mot. Et depuis, c'est devenu un des mots les plus compliqués, les plus longs. Je crois qu'il fait 35 lettres. Vous voulez dire qu'on pourrait avoir la prétention d'inventer ici un mot qui pourrait arriver dans le dictionnaire? Allez-y, Julien, parce qu'en tant que linguiste, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Là, le fait d'inventer des mots, la démarche de Rachid Santaki est intéressante parce qu'elle ne se cantonne pas à juste la correction grammaticale ou orthographique. L'exercice de la dictée, c'est pas celui que je préfère. Moi, ça va, j'étais plutôt bon. Il y a des gens qui étaient mauvais. En fait, la dictée, l'orthographe ne traduit pas vraiment la langue ni l'intelligence de la langue. Et j'aime parler de la syntaxe, de la manière dont, grâce à la langue, on arrive à mettre en mouvement quelque chose et à traduire sa pensée. Et là, il s'agit aussi d'ateliers d'écriture, il s'agit de faire lire, de faire découvrir des textes et d'inventer des mots. Dans les ateliers, puisque c'est plutôt ma partie atelier d'écriture, prise de parole, je suggère toujours aux jeunes ou aux moins jeunes d'inventer des nouveaux mots. Et c'est quasiment le travail du poète, de la poétesse. Si on féminise, on ne va pas se lancer dans le débat sur la féminisation des noms de fonction. C'est le travail de l'écrivain d'inventer des mots aussi. Alors, plein de notions intéressantes dans tout ce que vous venez de dire, évidemment. La première chose, c'est donc combattre les inégalités par le biais, justement, de cette dictée géante. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Et surtout, de se dire, et j'ai relevé dans un article, vous parliez d'une mère de famille qui était en échec et en situation d'illettrisme, privée de mots, et qui, grâce à la dictée, elle s'est réappropriée sa personne, en fait, son contexte et son espace. Complètement. Je vous rejoins totalement sur l'idée de la dictée, c'est un marqueur social. Et c'est de se dire comment on va se rassembler et on va retirer le marqueur et être inclus, participer, s'amuser et s'affranchir en fait de cette note, de cette condition sociale à travers la langue. Donc l'exemple de la maman, justement, cette mère de famille qui était dans un contexte assez compliqué, en fait, qui voulait se prouver qu'elle était autonome et elle s'est réappropriée en fait finalement sa personne, sa dignité en apprenant à lire et à écrire. Et elle avait fait une crise d'angoisse avant la dictée, donc j'étais ce jour-là, c'était à Saint-Denis, je devais lire la dictée. On me dit que si une personne fait un malaise, je pensais que c'était une crise d'angoisse liée à des problèmes de santé. Et finalement, c'était 2 ans de travail où elle avait appris à lire et à écrire. Elle est venue avec ses enfants. Et avant la dictée, elle a été prise d'une crise et c'était assez impressionnant. Il a fallu 2-3 encouragements, lui dire que c'était pas noté. Elle a repris son souffle. Elle a tenu justement à faire la dictée et après on s'est recroisés. C'est assez incroyable l'impact. Et ça, effectivement, ça montre. Il y a un marqueur social, mais il y a aussi, on touche à l'intime. C'est vraiment, c'est particulier la dictée. Alors justement, pourquoi on touche à l'intime? Pourquoi c'est les mots justement qui marquent autant, le choix des mots, la façon de l'écrire? Parce que là, on parle, la dictée, c'est de l'orthographe quand même. Oui, c'est de l'orthographe. En fait, vous avez aussi des éditeurs qui me racontent, qui vont forcément me parler d'orthographe et qui me disent que quand ils reçoivent des mails, ils voient tout de suite les techniques d'évitement des gens qui leur écrivent. Et qui ne vont pas utiliser un vocabulaire, qui ne vont pas s'aventurer, qui vont faire très court. Vous pouvez avoir aussi des gens, je connais des gens, je suis le premier, mais je ne le fais pas pour cette raison, qui font beaucoup de vocaux, des audios, pour éviter l'écriture. Et effectivement... Enfin, pour faire les fautes de syntaxe et de grammaire tout de même. C'est-à-dire que l'orthographe, non, mais le reste, oui. Mais quand vous écrivez, en fait, on voit où vous en êtes. Et finalement, il y a quelque chose il y a une honte, il y a l'intime. Donc le sujet de la dictée, il touche à ça. Il touche à un statut, à une légitimité. Et les lettres, on le voit bien, c'est quelque chose d'assez fort. Et après, au-delà de ça, je pense qu'inconsciemment, finalement, la langue française, c'est notre socle commun. Donc, si on la maîtrise, on en fait partie. Si on ne la maîtrise pas, on est rejeté, on a honte. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort et excluant. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Julien Barret? La langue française, le rapport que les gens en France ont à la langue française, et dans la francophonie, mais c'est particulièrement vrai en France, il
presque fou. C'est un rapport qui est affectif, c'est comme si le dictionnaire c'était la Bible ou un autre livre sacré, et que le dimanche on se retrouvait à table et on allait s'écharper sur savoir si tel mot prend un tiret au milieu. Donc les gens, ils sont attachés à une vérité. En général, il y en a plusieurs d'ailleurs. Quand on cherche à savoir est-ce qu'on dit ce qu'il s'est passé ou ce qui s'est passé, les deux se disent. Il y a souvent, ça c'est le problème de aller chercher dans l'origine de la langue. Mais le rapport des gens au français, en plus, ils mélangent parfois l'identité française avec la langue française. Donc si vous dites le français, avec une majuscule, c'est la personne de nationalité française. Si vous dites le français avec une minuscule, c'est la langue française. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Tu parles bien la France » où je m'étais fait prendre à partie par des gens qui pensaient que je participais de la dégénérescence du français, etc. Alors que je critiquais un usage sur le fait qu'on est tous en train de se corriger les uns les autres. Mais à ce moment-là, avait surgi une polémique, comme ça arrive tout le temps en fait, sur le fait qu'il y a des gens qui confondent, quand vous touchez au français, ils ont l'impression que vous allez toucher à l'identité française. Et il y a un mélange qui procède d'ailleurs d'une erreur et d'une faute d'orthographe. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, savoir maîtriser le français, notamment l'orthographe, c'est important, mais ce n'est pas ce qui est le plus important, puisqu'il y a aussi, évidemment, on le disait, la maîtrise des mots, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, je ne sais pas, la rhétorique et plein de choses. Mais du coup, ne pas maîtriser l'orthographe, comme vous le disiez aussi, Rachid, c'est vrai que c'est un problème, car on se sent exclu. Donc finalement, pourquoi les Français, et notamment les petits Français, c'est-à-dire ceux qui sont à l'école, se retrouvent face toujours à cette angoisse terrible de la dictée? Alors, on a quand même un élément, ce que je retraçais aussi dans le livre. La dictée, c'est quand même quelque chose de vraiment français. Et on prend la fameuse dictée de Mérimée, c'était le divertissement de la cour, en fait, des nobles, de ceux qui maîtrisent la langue. Et il y a aussi Je demande à quoi ressemblaient leurs cours, alors. Alors, celle de Mérimée, c'est 1857. Donc, l'impératrice Eugénie qui commande cette dictée, Prosper Mérimée qui fait cette dictée. Alors, je pense qu'il y a un peu de légende aussi dans cette fameuse histoire. Mais c'est une dictée où Napoléon III aurait fait 75 fautes. Ouais. Et ça raconte aussi notre pays. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de pertinent. C'est le sacré, c'est de l'ordre du sacré, c'est une élite. Donc quand on va à l'école aussi, on a une véritable pression parce que ça fait partie, la maîtrise de la langue, ça appartient aux nobles. Et on a tout de suite cette pression, c'est tacite. Donc quand on arrive, on parle de dictée, je dis souvent, c'est comme la banlieue, on a un cliché sur la dictée. On imagine le prof qui va nous taper la mauvaise note, la sanction. Et finalement, mon travail, c'est désacraliser ce rapport à la langue et de se dire effectivement, la langue, elle évolue. On ne va pas la vulgariser ou la rabaisser. C'est juste se dire qu'on a une ouverture d'esprit et il faut trouver le bon curseur. Donc Alors, désacraliser, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, mais c'est ce que vous faites aussi avec les prises de parole et notamment avec toutes les nombreuses techniques que l'on met à profit justement pour avoir du style. Vous avez aussi fait beaucoup d'ateliers dans ce sens. Oui, beaucoup d'ateliers. Je voulais juste, si vous me permettez, prolonger. Il a cité le nom, Rachid Santaki a cité Prosper Mérimée. Oui. Et c'est vachement intéressant. Je ne devrais pas dire vachement, c'est extrêmement intéressant de voir. Ça existe vachement dans le dictionnaire. Je suis en train de... Ça existe, évidemment. On a le droit des registres de langue. Le passage de la rhétorique, de l'enseignement de l'éloquence qui a été supprimé au passage du 19e et du 20e siècle et a été transformé par le commentaire composé, remplacé par le commentaire composé et la dissertation. Alors dans cette continuité de l'histoire française, il y a Jules Ferry aussi, qui va faire que l'orthographe va devenir un discriminant entre les bons et les mauvais élèves. Et Prosper Mérimée est l'un des artisans de la disparition de la rhétorique qui consistait non pas à faire des compositions et à faire des dictées, mais à ce que la classe de première, la classe de rhétorique, serve à produire des discours, à écrire des discours. Et moi, je milite pour un art complet du langage qui reviendrait à la rhétorique gréco-latine, jésuite ou une rhétorique actuelle qui dit comment parler avec toutes les dimensions de la parole, la grammaire, la syntaxe, l'orthographe. Et l'orthographe n'est qu'une partie... je ne vais pas dire secondaire parce que ça pourrait encore déclencher des incompréhensions, mais c'est toute la langue qu'il faut mettre en œuvre à travers ces occasions. Mais avec le grand oral aujourd'hui, justement, les élèves sont un peu plus disposés justement à travailler la rhétorique, non ? Bien sûr, le grand oral marque un retour
à ce qui avait cessé d'être à l'œuvre dans l'enseignement français pendant tout le XXe siècle, c'est-à-dire un enseignement de l'oral, de la prise de parole, qui était en fait la normalité de l'enseignement depuis l'invention par les jésuites. Et le bac, quand il a été créé en 1808, toutes les épreuves étaient orales. Toutes les épreuves du bac étaient orales. On a du mal on se représente le français comme l'état actuel de la langue, etc. Mais ça évolue et il y a des correcteurs orthographiques en plus qui permettent éventuellement de dicter des choses. Les gens ont du mal avec ça, mais peut-être que c'est ce qui va advenir un jour. On va dicter des messages qui vont être traduits. La première chose, c'est de parler, d'arriver à dire qui l'on est. C'était la une du Parisien aujourd'hui, on en a parlé justement dans l'émission, parce que, dans cette émission du Grand JT, car effectivement on se pose la question de savoir si l'écriture, finalement manuscrite, va disparaître ou non. A priori, pour l'instant, non. À l'école, c'est encore là. Revenons à cet événement, donc la dictée géante. La dictée géante, comment ça va se passer? C'est-à-dire que famille, parents, enfants confondus, tout le monde peut participer? Oui, alors la dictée, on en parlait tout à l'heure, elle a évolué. Au départ, mes premières dictées, c'était d'aller piocher dans des classiques de la littérature française, d'aller prendre par exemple 93 de Victor Hugo et trouver le petit passage où les soldats sont en train de marcher dans l'herbe avec des noms de plantes. Donc ça permettait aux participants de se planter, et c'était l'objectif. L'évolution de la dictée aujourd'hui, c'est de proposer aux habitants d'une collectivité, à un groupe, d'écrire la dictée. Ah, en fait, je fais un challenge. Donc challenge, mot français pour spectateurs à l'origine, mais après effectivement qui a fait des allers-retours. C'est l'ancien français, je ne savais pas. Ouais. On le trouve dans les romans de chevalerie. Ben voilà, j'ai pas lu. Et donc la dictée aujourd'hui, c'est de prendre des groupes, notamment mardi prochain, je vais faire une dictée avec des élèves de classes adaptées, 4 classes qui ont eu plusieurs mots, donc c'est gribouille, smaragdin. Beauté. Smaragdin, c'est une couleur. C'est un vert émeraude. D'accord, vous saviez, vous, forcément. Non, je sais. On apprend. Il est sympathique, Julien. On apprend tous les jours. Et l'idée, c'est à partir de ces 5 mots, écrire un texte. Et ça permet aux participants de passer de l'autre côté. Donc, on fabrique, et on n'écrit pas, je parle bien de fabriquer, tout à l'heure, on évoquait ça. On fabrique un texte assez drôle. Excusez-moi, par exemple, smaragdé, moi, je ne connaissais pas. Comment je peux faire une dictée si je ne connais pas le mot? Alors, je ne dois pas être la seule. Alors, justement, à l'issue de la dictée, au moment de la correction, je fais une correction collective où je reviens sur les principales difficultés du texte. On apprend à ce moment-là. Ce que je disais par rapport aux élèves, c'est eux qui écrivent le texte de la dictée. Et pour le coup, le meilleur texte est retenu parmi 5, 10, 15 textes. Et on s'amuse autour de ça. Donc aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Et effectivement, la dictée, ce que j'essaye de faire, c'est déployer, de dépasser le sujet de l'orthographe. Et vraiment d'en faire un outil, je dirais, ludique et de médiation. C'est parfait parce que donc il prend la dictée pour finalement recréer un atelier d'écriture et revenir à une conception plus globale du langage qui est pas séparée entre il y a l'orthographe, il y a la grammaire, il y a la syntaxe, il y a le vocabulaire. Tout ça, c'est un ensemble qu'il faut arriver à articuler pour arriver à penser, pour arriver à communiquer et demander aux jeunes gens d'écrire, faire des ateliers d'écriture comme je m'y emploie aussi, des ateliers de prise de parole. Ce n'est que retrouver une tradition très très longue et évidente dans la plupart des cultures qu'on a oubliées en France au XXe siècle. Et puis c'est une façon aussi de les amener vers des textes qu'ils n'ont pas l'habitude de lire, d'entendre et encore moins d'écrire, j'imagine. Oui. Je me souviendrai toujours à Toulouse, j'avais organisé une dictée au Mirail il y a déjà quelques années. Et un des éducateurs est venu, il m'a dit mais ils sont en train de parler de germinal. Ils parlent de Hercher, de Haver, ils sont en train de se prendre la tête en bas au pied du bâtiment. Et j'ai trouvé ça excellent. En fait, j'ai vu. Enfin, pour moi, c'était une vision d'une fiction, de dire que des jeunes justement de grands ensembles qui sont en train de débattre sur non, Haver ça veut dire ça, non, je suis pas d'accord, etc. C'est quand même excellent. Donc ça montre aussi comment on peut les intéresser. Après, c'est sur les différences d'orthographe. Abdelatif Kechiche, il avait fait ça exactement. À partir. Voilà, exactement sur l'esquive. Voilà, l'esquive. L'esquive, pardon. Et vous y teniez à faire cette dictée, mais en dehors du cadre scolaire, Rachid Santaki? Ça s'est fait, en réalité, ça s'est fait, comment ça a commencé cette histoire de dictée. Ça a été une invitation à Clichy-sous-Bois en 2013 où la collectivité me dit de venir lire une dictée. J'arrive, j'ai la bibliothécaire qui me met la pression en me disant faites bien les liaisons, etc. Moi, la dictée, j'avais pas revu ça depuis la primaire. En fait, c'était un souvenir avec mon père, etc. Et je lis cette dictée. Et de là, je me dis mais c'est hyper intéressant parce qu'un an avant, j'avais fait un tour de France pour faire des ateliers. Ça n'avait pas pris avec le côté urbain, culture, etc.
Et je me suis dit, peut-être que ça, c'est un bon moyen de rassembler. Et les liaisons, vous les faites ou pas du coup? Oui, bien sûr, pour aider les participants. Bien sûr, pour aider ou parce que justement, il faut de toute façon les faire? La liaison, moi, j'ai des enseignants parfois qui me disent, qui m'envoient des messages, n'oubliez pas de faire la liaison, et d'autres qui disent que c'est pas forcément nécessaire. Mais l'idée, c'est de la bienveillance. Faut-il la faire ou pas? Alors, l'usage, c'est comme de savoir si on dit ce qui se passe ou ce qu'il se passe. Ou on écrit autant pour moi, AU, plus loin TEMPS ou AU, TANT. Ça ne veut pas dire la même chose, non? Ça veut dire, ça revient à vouloir dire la même chose, mais ça n'a pas la même origine. Mais souvent, quand on se pose ces questions-là, le linguiste n'est pas là pour dire non, ça c'est le bon usage. Ça c'est plutôt le rôle des littérateurs, des gens qui ont un point de vue esthétique, un peu aristocratique de la langue. On peut ne pas faire les liaisons et on peut les faire, mais de fait, la langue est parlée. La langue, les mots, même si on dit c'est pas français ça. Ce n'est pas français, puisqu'on ne prononce plus les négations. En fait, si, c'est français. Si la chose a été dite, elle est actée. Les linguistes, ils sont là pour rappeler quelques règles, évidemment, mais observer, entendre, voir ce qui se passe. Donc là, j'ai dit ce qui se passe. J'aurais dû dire ce qu'il se passe. Bon, c'est infini. On est toujours en train de tendre un bâton pour se faire battre. Il y aura toujours, on le voit d'ailleurs dans les commentaires. Oui. Si il y a une prise de parole, une vidéo, on voit les internautes qui disent « Ah, il a fait cette faute » et celui d'en dessous « Non, elle a fait cette faute, elle a fait ça. » Très français, ça. Ça n'arrive jamais. Très français. Il y aura mais ça arrive jamais. un moment où quelqu'un va dire une phrase. Dans un concert de Grand Corps Malade, ça n'arrivera jamais. Ça arrive seulement quand on va lire un texte avec un prof qui nous énerve, etc. C'est peut-être ça aussi. Grand Corps Malade participe, il étudie au baccalauréat et il participe à l'intérêt des jeunes. Et au contraire, justement, c'est bien pour ça que je le dis. Vous avez eu un parcours, j'allais dire, semé d'obstacles. En tout cas, c'est comme ça qu'il est raconté, Rachid Santaki, parce que vous avez eu plusieurs redoublements et je crois un échec au bac pro comptabilité. Oui. C'est bien l'info. Mais vous étiez un amoureux des mots, c'est ça? Oui. Très jeune. La scolarité était très compliquée, mais après, entre guillemets, je trouve, où j'ai des excuses. Mais il n'y a pas d'excuses à avoir, vous savez, c'est des parcours. Je trouve que c'est bien de trouver des excuses, parce que souvent, quand je dis... avant de commencer une dictée, je rassure les plus petits en disant ne vous inquiétez pas, j'ai redoublé le CP. Ils sont en train de rire et ils disent si vous avez redoublé le CP, vous lisez des dictées, il y a un problème. Donc ça permet aussi de dédramatiser. Et je vois bien quand même de dire j'ai redoublé le CP, il faut vraiment. Enfin, on se dit c'est quand même. Il faut avoir un prof bizarre surtout. Non. Je dirais, vous êtes stigmatisé. Et le parcours scolaire était compliqué, mais en même temps, j'ai toujours eu un amour de la langue, que ce soit, j'étais fan des Marvel, ces personnages en termes de psychologie qui me fascinaient, que ce soit la petite bulle avec les dialogues. Et surtout, il y a quelques années, j'ai fait un travail perso où je me suis rendu compte que celui qui avait été le passeur dans ce rapport à la langue, c'était mon père en fait. Mon père était chauffeur de calèche à Marrakech. Il a arrêté l'école très jeune. Il était frustré car il devait maîtriser la langue et ses concurrents qui étaient deux jumeaux qui conduisaient aussi des calèches à la sortie de l'hôtel La Mamounia parlaient très bien la langue française. Et donc, pour faire visiter, raconter les tombeaux saadiens, etc., ils étaient à l'aise. Mon père, lui, était crispé, frustré. Et quand il est arrivé en France, la première chose, c'était les cours du soir et d'apprendre la langue française. Et qui s'est coltiné tous les samedis matins le gros livre de grammaire et lui dire les définitions ou traduire des chansons qu'il écoutait sur RTL? C'est moi. Ce qui est fou, c'est que pourtant, il était déjà bilingue. C'est-à-dire il maîtrisait quand même déjà 2 langues. Peut-être pas aussi bien qu'il le souhaitait, mais quand même. Alors que nous, en France, on maîtrise pratiquement qu'une langue assez jeune. Et pour autant, on en est très fiers. Comme quoi, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je le vois. Et d'ailleurs, c'est de l'art oratoire. Le fait, c'était une sorte de guide. Exactement. Ouais, c'est ça. Et le guide, on parle pour présenter des choses. Donc, on est au plein cœur de l'art oratoire. Et donc, du coup, je disais, vous étiez donc un amoureux des mots, un férus de mots. Et cela vous a donc pas empêché, effectivement, les petits échecs que vous avez rencontrés, de vous dire j'aime tellement les mots que j'ai envie d'écrire. Puisque vous sortez votre premier roman qui s'appelle La petite Cité dans la prairie. Effectivement, c'est un récit. Pour la référence à la petite maison dans la prairie. Exactement. Je commençais à sampler déjà. Sampler qui n'est pas français. Je commençais à détourner. Échantillonner. Voilà, merci. Détourner les titres. Et ça fait partie aussi de cette culture, de la culture hip-hop avec laquelle j'ai été biberonné. Ça s'appelle un à peu près. C'est une figure de style. J'ai fait des petites vidéos avec le Robert. Il y en a une, c'est sur l'à peu près. C'est utilisé par les titres de journaux, Libération, L'Équipe, qui va dire, je sais pas, L'amour foot ou Notre drame. Et c'est utilisé par Coluche, par Jamel. L'à peu près, c'est vous changez soit un mot, soit
une lettre et puis il y a deux significations qui apparaissent simultanément et c'est une arme pour faire rire et les rappeurs l'utilisent beaucoup et ça fonctionne super bien. Exactement. Et ça peut fonctionner aussi dans les ateliers que vous proposez aussi pour les élèves, les adolescents, pour pouvoir justement être un peu disruptifs dans leur dissertation ou devoir sur table. On pourrait intégrer disruptif parmi les nouveaux mots qu'on donnerait dans les ateliers. C'est en fait, le côté ludique de la langue permet de faire beaucoup de choses. Et détourner des expressions, c'est un truc que j'ai trouvé, enfin je ne l'ai pas inventé, qui fonctionne très bien parce que, en fait, quand vous détournez une expression, c'est presque un principe de l'humour. Vous dites un proverbe. Déjà, un proverbe, c'est incroyable un proverbe. C'est une phrase qui a tenu le temps comme ça. Et vous dites un proverbe, tout le monde comprend la signification du proverbe. Le proverbe résume la signification d'une civilisation, par exemple, un savoir commun. Vous détournez le proverbe. Donc vous faites un petit clin d'œil, une petite connivence. Vous donnez deux informations, le proverbe plus le détournement humoristique. Et il se trouve que quand la personne ou le public a l'impression d'avoir compris, elle se sent valorisée. Et il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui s'initie alors que effectivement rien ne s'est passé. Écoutez, merci beaucoup d'être venus tous les deux pour nous parler effectivement de la langue française tout simplement, de cette fameuse dictée géante. Rachid Santaki, journaliste, romancier, scénariste, ça ne s'arrête jamais. J'adore. Organisateur de la dictée géante. Julien Barret, pareil, auteur, linguiste, formateur en prise de parole. Parlez avec style de votre côté. Dernier bouquin qui est encore évidemment dans les bonnes librairies aux éditions First. Et de votre côté, Rachid Santaki, une dictée peut tout changer, un témoignage optimiste et fédérateur. Voilà, merci beaucoup. Restez avec nous dans le Grand JT. On marque une courte pause et on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Delphine Naon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la programmation de l'action culturelle au Musée d'Histoire naturelle à Paris. Et à l'occasion justement de la 31e édition de la Fête de la Science, vous êtes avec nous parce que l'événement a démarré là, aujourd'hui. Tout à fait, il a démarré cet après-midi, d'abord par des ateliers qu'on proposait pour les scolaires, et aussi parce qu'on a eu la visite de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Muséum, sur un plateau des émissions en direct qui s'appelle Science en direct, organisé par le ministère, et qui vont proposer tout au long du week-end au Muséum des émissions sur des thématiques scientifiques avec des organismes de recherche. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas louper exactement ce week-end pour les familles qui vont pouvoir, parce que ce sera plus facile qu'aujourd'hui peut-être, d'emmener tous les enfants durant tout le week-end. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir? Alors, il y a beaucoup de choses, parce qu'on propose une trentaine d'ateliers sur le site du Jardin des Plantes, et on en propose aussi au Musée de l'Homme, puisque le Musée de l'Homme fait partie aussi du Muséum d'Histoire naturelle. Alors, je ne vais pas tous les citer, parce que ce serait un peu fastidieux, mais il y a un atelier qui fonctionne très bien, c'est moulage de fossiles, où en fait on apprend aux enfants à faire un moulage de fossiles en plâtre, et surtout il y a des paléontologues qui leur expliquent à quoi ça sert, pourquoi on fait de la recherche sur les fossiles, par exemple. Et on s'inscrit sur le site directement? Alors, on peut aller sur le site mnhn.fr, mais la plupart des ateliers, en fait, sont en continu, en entrée libre, tout est gratuit, et souvent, c'est plutôt sur place. On a une tente accueil, des agents d'accueil qui accueillent les visiteurs et qui les orientent. Je disais 31e édition, vous savez à peu près, du coup, le nombre de personnes qui viennent, justement, durant cette fête des sciences? Alors, au Jardin des Plantes, en général, chaque année, on a près de 10 000 personnes qui fréquentent le jardin. Ouais. Oui, fantastique. Ouais. Alors, quel engouement vous observez justement? Alors, la part des parents, ça ne m'étonne pas du tout. La part des enfants, non plus. Mais quel regard porte-t-il justement sur les sciences aujourd'hui? Alors, ce qui est certain, c'est que nous, au Muséum, alors déjà aussi, ce qu'on sait moins du Muséum, c'est que, c'est un musée évidemment, mais on est aussi un grand établissement de recherche, puisqu'on a 570 chercheurs et des laboratoires de recherche dans tous les domaines des sciences de la Terre et du vivant. Et on constate chez le public familial notamment, effectivement un engouement, parce que finalement un événement comme la Fête de la Science rend possible une interaction entre les chercheurs et le grand public. Et c'est le seul moment finalement où ils se rencontrent et où ils peuvent dialoguer. Et ce dialogue peut susciter des vocations chez le jeune public, en tout cas on l'espère, peut aussi œuvrer à déconstruire des idées reçues, des fake news. On sait quand même que les ados sont extrêmement exposés, abreuvés même d'informations via les réseaux sociaux qui sont souvent fausses. Et puis, ça permet de faire rayonner la recherche publique française, de faire connaître cette recherche. Donc, on constate d'année en année vraiment un plaisir pour les familles. Et puis aussi, ce sont des ateliers, ce sont des manipulations. On rentre dans les labos, on rentre dans des lieux qui sont habituellement fermés au public. Oui, j'ai noté 14 organismes de recherche quand même présents, donc c'est absolument 14 énorme. organismes présents dans la Grande Galerie de l'Évolution, qui pour l'occasion est gratuite tout le week-end, et les laboratoires de recherche du Muséum ouverts au public avec les chercheurs qui font des démonstrations, qui présentent leur travail. Est-ce que vous pensez que les événements malheureux, climatiques et aussi cette pandémie ont participé justement à ce nouvel engouement de comprendre vraiment ce qui se passe sur cette terre, de comprendre aussi l'histoire et donc davantage s'intéresser aux sciences pour les enfants? C'est très possible, c'est très probable, personnellement, moi, je le pense effectivement, parce que on voit, en tout cas au Muséum, maintenant le Muséum est vraiment une institution de référence sur la recherche sur la biodiversité. Et lorsqu'on parle de dérèglement climatique, on parle aussi de crise de la biodiversité, de perte de cette biodiversité, des insectes pollinisateurs. On a parlé de la pénurie, enfin la disparition des abeilles, par exemple. Il y a un atelier d'ailleurs qui va en parler. Donc oui, je pense que oui, il y a une prise de conscience, en tout cas collective, beaucoup plus marquée. Alors, la prise de conscience, vous avez raison, elle est là. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de ce mot dont on parle souvent, de l'éco-anxiété, notamment chez les enfants. Comment vous faites justement pour vous proposer des solutions? Vous êtes là aussi pour partager cela, le positivisme à tout égard. Oui, en tout cas, oui, on propose des solutions. En tout cas, déjà, on informe, on diffuse des connaissances sur cette biodiversité, parce que déjà, la connaître, c'est mieux l'appréhender et c'est mieux la protéger aussi, tout simplement. Donc déjà,
cette transmission des savoirs naturalistes et scientifiques permet de mieux l'appréhender et d'avoir après, effectivement, ça va être des petits gestes au quotidien, beaucoup de sensibilisation auprès des scolaires aussi et des enseignants. Donc oui, je pense que bien sûr, ça participe après à cet effort collectif que nous menons tous. On le remarque souvent ici dans toutes les discussions que l'on a avec souvent les professeurs, mais même aussi tous les personnels de l'éducation. C'est souvent les enfants, cette génération actuelle, qui en fait expliquent, racontent, même quelque part enseignent aux parents finalement ce qu'est l'écologie, le besoin de s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'ils en parlent beaucoup entre eux. Je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, ça génère une forme d'anxiété. Et en même temps, ils veulent d'une planète qui leur ressemble. Et ils sont effectivement beaucoup plus sensibilisés qu'on a pu l'être ou que leurs grands-parents ont pu l'être. Et c'est très positif. Alors, Jamie Gourmaud, je ne sais pas si on a besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire. Vous vous souvenez évidemment de l'émission Culte, c'est pas sorcier, on l'a tous regardé avec Fred et Jamie. Jamie Gourmaud, donc, est le parrain de cette 31e édition, c'est ça ? Tout à fait, et donc de Science en direct qui est présenté au Muséum tout le week-end avec le ministère, et donc de ces émissions, ces plateaux télé avec un débat et avec différents organismes de recherche invités, tout à fait. Alors, c'est une icône pour ma génération, mais aussi pour la génération actuelle, évidemment. Est-ce qu'il fait partie justement de ces nouveaux vulgarisateurs scientifiques ? Je pense qu'effectivement, son travail a énormément œuvré à la diffusion de la science auprès des plus jeunes, parce que c'est aussi important de faire comprendre que la science, elle n'est pas justement faite par des chercheurs dans leur laboratoire fermés au reste du monde. Donc oui, tout à fait. Je pense qu'il a complètement œuvré à cette vulgarisation, comme vous dites. Et lorsque vous voyez, j'imagine que vous avez suivi aussi la désertion de beaucoup d'élèves, et notamment de filles, des voies scientifiques, justement, pour Parcoursup. Oui. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Alors oui, après, je sais, alors je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je sais qu'au Muséum, on a beaucoup de femmes chercheuses, de femmes naturalistes. On se bat beaucoup pour cette place de la femme dans les sciences. Bon, voilà, c'est vrai qu'on dit que dans les filières scientifiques, il y a moins de femmes, mais bon, je pense que ça... C'est justement grâce à des week-ends comme ça, la fête de la science, où les enfants, même des fois très jeunes, nous on propose des ateliers à partir de 4 ans, donc c'est vraiment très jeune, on les prend tout petits. Et voilà, et c'est comme je le disais tout à l'heure, un des objectifs, c'est justement, j'espère, de susciter des vocations. Alors justement, c'est des ateliers en fonction des âges, c'est par exemple 4 ans, 7 ans, et puis après les préados. Oui, on a un programme qui est très clair, qui est disponible sur le site, où en fait on a des entrées par âge. Donc c'est évidemment pour tout public, toute la famille, et on a des ateliers qui sont accessibles dès 4 ans, puis 6 ans, 8 ans, jusqu'à 14 ans. Par exemple, on a des rencontres avec des chercheurs. Il y a une mini-conf, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est être chercheur aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est le métier de chercheur ? Et ça, c'est accessible dès 14 ans. Et je trouve que c'est bien pour les ados, pour justement les collégiens qui peuvent se poser des questions après sur leurs orientations. Voilà, on va rencontrer les chercheurs, ils vont parler de leur métier, ils vont dire qu'est-ce qu'ils font toute la journée derrière leur bureau et puis comment ils en sont arrivés là. Alors justement, quand vous proposez ce type d'atelier, est-ce que cela suscite des vocations chez les plus jeunes ? Alors, on n'a pas de données après précises pour savoir, mais oui, je pense que oui, parce qu'en fait, on voit que les enfants sont absolument passionnés et ils peuvent passer 1 heure dans un atelier et questionner le chercheur. Donc oui, je pense qu'en fait, c'est en les mettant en contact des chercheurs, en rendant possible ces interactions, qu'on peut vraiment créer le dialogue en fait entre les chercheurs et le reste des citoyens. Et c'est comme ça qu'on éclaire tous les grands questionnements sociétaux aujourd'hui, à mon avis. Alors, ça ne se fait pas qu'en un week-end, mais même si ce week-end est absolument fantastique, toute l'année, évidemment, on peut se rendre au musée d'histoire naturelle. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve par ailleurs ? Parce que pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que s'ils ne peuvent pas y aller ce week-end, il y a effectivement probablement des conférences en ligne aussi. Alors, il y a des conférences en ligne, il y a des conférences sur site, on a des expositions temporaires. Il y en a une qui va ouvrir le 22 octobre de mémoire qui s'appelle Mini Monstres et qui est justement une exposition qui va parler de toutes petites bêtes qu'en général on n'aime pas beaucoup, les poux, les moustiques et les acariens. Peut-être. Tiens, on va faire un truc sur les monstres. On peut faire un lien, mais en tout cas, et justement, parce que c'est de la biodiversité et montrer comment cette biodiversité, elle peut aussi être utile et elle est utile et comment elle peut cohabiter avec l'humain. Les poux sont utiles.
Ben oui. Eh ben vous me rassurez. Alors racontez-moi comment, parce que c'est pas je ne peux pas vous piéger, hein, mais je serais ravie de les savoir. Je ne pourrais pas vous dire, mais par contre, nos scientifiques l'expliquent très bien dans cette exposition. Donc il faut que je les rende ce week-end. Oui, parce que c'est des interactions entre espèces. Alors oui, c'est à partir d'octobre. Donc en tout cas, oui, ce week-end, c'est un week-end exceptionnel, de portes ouvertes en fait, des laboratoires, de la Grande Galerie de l'Évolution qui est ouverte avec Science en direct. Il y a aussi un spectacle, un conte musical, le voyage musical de Charles Darwin, avec les chanteurs d'oiseaux qui sont des siffleurs exceptionnels qui imitent le chant des oiseaux à la perfection. Ce sera quand, ça, à quelle heure? Ça, c'est samedi à 16h et dimanche à 16h. D'accord. Voilà, en entrée libre, dans la place, évidemment, limite des places disponibles, parce que tout est gratuit, en plus. Donc ça, c'est aussi merveilleux, parce que c'est vraiment pour laisser un accès à tous, à cet accès à la science et à la connaissance scientifique. Et puis après, le muséum est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Le musée de l'Homme également. On a aussi le parc zoologique de Vincennes. C'est génial, je l'ai fait avec mes enfants. C'est fabuleux. Le musée aussi, hein, évidemment, en histoire naturelle, c'est fabuleux. Mais le parc zoologique de Vincennes. Le parc zoologique de Paris qui est à Vincennes, donc ça fait partie c'est un lieu du muséum. Et c'est la même chose. C'est toujours, en fait, il y a des messages toujours sur la conservation de la biodiversité, la connaissance de la biodiversité. Donc on a des collections dites inertes, enfin les collections qu'on voit dans les musées, puis les collections vivantes, les animaux, les plantes. Mais on a 60 millions de spécimens de collections naturalistes, donc c'est énorme. Beaucoup d'enseignants viennent vers vous, d'écoles, d'établissements, pour justement permettre la transmission de ces connaissances? Oui, bien sûr. On a un programme évidemment dédié aux scolaires toute l'année. Il y a beaucoup d'enseignants qui font des sorties, qui se rendent au muséum avec leur classe. On leur propose effectivement des formules avec la rencontre avec un chercheur. Il y a des fois des chercheurs qui vont dans les classes sur une thématique qui a été définie en amont, bien sûr, sur toutes les thématiques de la biodiversité, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. Donc oui, absolument. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie, beaucoup de la transformation qui s'opère aujourd'hui. Le rapport du GIEC a été absolument effrayant. Donc tout le monde, effectivement, est touché par ce sujet. Mais j'ai le sentiment, et vous allez peut-être me contredire, mais que finalement, on y connaît assez peu de choses. Et que quand on parle de biodiversité, c'est un terme un peu générique. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, je pense que ça commence dans les programmes de SVT, enfin, je crois que ça commence maintenant à rentrer. En tout cas, ce mot biodiversité commence à être un petit peu plus courant qu'il y a quelques années. Mais oui, effectivement, c'est assez méconnu. Mais c'est pour ça aussi que par le musée, par les collections que l'on donne à voir, d'ailleurs la devise du muséum, que le président du muséum a instaurée, c'est émerveiller pour instruire, et c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est découvrir des collections extraordinaires. Mais il y a un message derrière qui est bien sûr la connaissance de cette biodiversité et aussi pour sensibiliser à la biodiversité, à la géodiversité, à sa conservation, à sa nécessaire préservation. C'est aussi le vivre ensemble, encore une fois, c'est de devenir citoyen et pour pouvoir protéger sa terre et en même temps son... Oui, le vivre ensemble, et puis c'est vrai que on étudie aussi évidemment les relations qu'entretiennent les humains avec la nature. En fait, c'est l'étude de la nature et toutes les relations que les humains entretiennent avec elle. Qu'est-ce que vous dites, et c'est ma dernière question, à tous ceux qui vous disent, vous vivez à Paris, vous ne comprenez pas du tout ce que c'est que la nature, parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent, moi je le vois sur Twitter et sur tous les réseaux. Je trouve ça fou comme réaction. Oui, c'est vrai. Alors oui, surtout que je suis pas certaine. Peut-être que finalement, quand on est en zone urbaine, on est peut-être encore plus sensibilisé à la nature, aux besoins de la nature, aux besoins de la préserver. Ça me fait notamment penser qu'on a un des ateliers de la Fête de la Science qui s'appelle Biodiversité urbaine, où une chercheuse va vous parler des rats, parce qu'il y en a beaucoup à Paris. Et peut-être qu'aussi apprendre à les connaître, c'est cohabiter avec eux, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a une biodiversité urbaine, déjà, et il y a une nature urbaine, et c'est pas parce qu'on vit en ville qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs, surtout. Exactement. Merci mille fois Delphine Narmon d'avoir été avec nous. Donc je rappelle effectivement que la Fête de la Science a démarré aujourd'hui, 31e édition. Ça se passe au Musée d'Histoire Naturelle à Paris. Si vous n'êtes pas loin, franchement, allez-y. C'est absolument génial, l'événement tout le week-end. Hein, tout le week-end, tout à fait. Dimanche soir, mais aussi sur Internet et toute l'année, le reste du temps. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, il faut venir. Il faut venir. Merci. Je vous propose de rester avec nous parce que je suis sûre que ça va vous intéresser. Chaque vendredi, on donne la parole aux enfants plus précisément, et on leur a demandé justement leur avis sur le féminisme. Regardez. C'est vouloir l'égalité des genres. C'est une conviction qui vise à vouloir l'égalité des genres. Pour moi, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose de très important actuellement dans notre société, quelque chose qui doit changer. Je l'avais déjà remarqué en 3e, etc., quand je m'étais lancée. Mais plus on en parle et
je pense qu'on grandit, donc c'est normal, mais plus on voit qu'il y a encore des choses à faire, et du coup ça m'intéresse vraiment. C'est se supporter entre nous, enfin entre femmes justement, être dans le même bateau en fait, dans le même panier. Pour moi, être une fille, ça représente beaucoup. Ça représente aussi un combat un peu tous les jours, parce que des fois c'est pas facile de se faire comprendre et de s'affirmer autant qu'un homme, et des fois c'est même plus difficile. C'est charmant parce qu'elles ont du mal à trouver les mots. C'est vrai que l'une disait supporter, en fait, dans le sens de se soutenir, en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Le féminisme, un autre combat, aussi noble, évidemment, que celui de l'écologie. Merci mille fois, Amanda Finaon. Vous savez qu'ici, évidemment, on dit plein de choses fort intéressantes, mais il y a aussi des moments un peu drôles, en tout cas étonnants. C'est le Zap, regardez, c'est sur School TV. On va peut-être d'abord rappeler ce qu'est Ticket for Change. C'est une communauté d'acteurs qui ont envie de se dire que le changement, ça peut nous inspirer. Mais ça peut inspirer littéralement toutes les couches de la société. Ouais. En fait, donc on parle là de prise de conscience, effectivement, de l'urgence, de l'importance des enjeux écologiques, mais aussi sociaux. On traverse aussi des crises sociales, économiques. Nous, notre conviction chez les Ticket for Change, c'est qu'on a un levier puissant et peut-être pas assez encore exploité, qui est en fait notre vie professionnelle, notre travail. Il faut savoir qu'on passe en moyenne 80 000 heures de notre vie à travailler et qu'on est payé pour faire quelque chose, pour contribuer à un projet de société. Donc, nous, depuis 8 ans, on accompagne des personnes qui veulent mettre leur travail au service de la transition écologique et sociale, donc envie de passer à l'action via leur activité professionnelle, mais qui ne savent pas forcément comment, vers quoi s'orienter ou se réorienter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliers de voies professionnelles à impact. On peut bien sûr trouver un emploi salarié dans une entreprise qui contribue sur ces enjeux-là. On peut aussi choisir de transformer son entreprise de l'intérieur en essayant d'initier des initiatives, de mettre en place des initiatives à l'intérieur. Donner l'impulsion, tout. Voilà, donner l'impulsion, réduire les déchets, penser des projets sans plastique. Enfin, il y a plein d'exemples. Ou encore, peut-être que certains ont des idées de projets, donc d'entreprises à impact, d'entreprises qui proposent des nouvelles solutions face à ces enjeux, encore une fois, sociaux ou environnementaux. Jérémy, c'est quoi le plus dur quand on est prof de FLE? C'est de jauger le niveau de la classe? Il y a beaucoup de difficultés diverses. Je dirais qu'à l'unanimité, des profs que j'ai accompagnés, ils ont beaucoup de mal à enseigner aux apprenants, aux élèves qui ont un niveau débutant total. Imaginez-vous, on appelle ça des apprenants niveau A0, qui ne savent pas dire un seul mot en français, qui ne savent même pas prononcer en fait les phonèmes, donc l'alphabet français. Ça, c'est très difficile parce qu'en général, on a envie de passer par la langue maternelle des élèves, ou alors de traduire vers l'anglais. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut en tant que professeur de français. Nous, ce qu'on veut, c'est enseigner la langue à partir de zéro. Donc, on doit se débrouiller, peut-être faire des dessins, peut-être faire des gestes, des choses comme ça. Ça, c'est assez compliqué, en général, quand on débute comme professeur de FLE. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, quelque chose que j'ai trouvé d'extrêmement complexe. Après, sur l'enseignement lui-même, il y a le fait de mettre à l'aise les élèves, les mettre en confiance, de les faire atteindre un objectif. Par exemple, s'ils sont débutants, on va les faire passer au niveau intermédiaire, puis au niveau avancé. Donc, c'est vraiment du développement personnel. On va encore beaucoup plus loin que le fait d'enseigner le français. Et c'est selon moi toute la difficulté du métier de professeur de FLE. Est-ce que vous enseignez justement avec vos valeurs? Quelles sont-elles? Bien sûr, il faut enseigner avec ses valeurs. C'est une excellente question, parce qu'en fait, quand on est professeur de FLE, bien sûr, on enseigne la discipline en question, donc en l'occurrence, c'est le français, mais on est un être humain à part entière. Donc, les élèves, ils vont nous apprécier, bien sûr, pour le fait qu'on va les aider à apprendre le français, mais aussi pour qui on est en tant que personne. Et ça, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut, il y a juste se concentrer sur la langue française. Bien entendu, c'est important, mais aussi arriver à plaire aux élèves par qui on est en tant que personne. C'est ça qui va faire en sorte. C'est comme ça que les élèves vont nous suivre sur le long terme et continuer à progresser tout en étant motivés. Donc, c'est extrêmement important de montrer ses valeurs et de plaire aux élèves. Cette notion de valeur, Armel?
Chez nous, c'est très très important. Moi, dans mon recrutement de mes formateurs, j'ai des questions sur les valeurs. Combien de formateurs ? On a 5 formateurs. Parce que pour moi, on accueille des étrangers qui arrivent en France, qui sont tout seuls, qui n'ont plus de famille, plus d'amis. Ils ont quitté, alors en général, ils ont 15 à 20 ans d'expérience professionnelle, les conjoints d'expatriés. Ils sont très bien formés et du coup, ils ont besoin d'écoute, de bienveillance parce qu'ils sont tout seuls, perdus et qui vivent un choc culturel. Donc, pour moi, c'est primordial. Et je pense que la majorité des bons profs de France, des bons profs de FLE, ont cette qualité. Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillé épouvantablement fatigué, épuisé. Après seulement 3 semaines de rentrée, les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs, malheureusement. Ces mots, ce sont des mots que quasiment tous les professeurs des écoles de France connaissent. Ils ouvrent la lettre d'adieu de Christine Renon, directrice d'une école à Pantin, école où elle s'est donné la mort le 23 septembre 2019. Julie Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, vous signez L'école est finie, très beau documentaire diffusé hier soir sur France 3 Normandie et disponible à partir d'aujourd'hui sur la plateforme France.tv. Et au départ de ce film, c'est évidemment pour cela que j'en cite un extrait, il y a ce geste et cette lettre de Christine Renon. Tout à fait, oui, c'est ce qui nous a donné l'impulsion pour faire ce film. En fait, on observait depuis des années nos conjoints au travail. Quand vous dites on, c'est vous et le producteur du film. Voilà, là. et Samuel Moutel, le producteur du film. On est tous les deux hommes et femmes enseignants. Et donc, on observait la dégradation des conditions de travail au quotidien. Parce qu'ils vous la racontaient tous les soirs en rentrant, c'est ça. Et avec leurs amis, leurs collègues, on voyait très bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc cette lettre en septembre 2019 et ce geste fatal nous a donné l'impulsion pour nous dire bon, maintenant il faut faire quelque chose à notre niveau. Donc comme on fait des documentaires, voilà. Mais vous en tant que femme d'enseignant, parce qu'après nous on vous donne rarement la parole aux conjoints ou aux conjointes, vous avez peur pour votre mari parfois qu'il expose sa santé à ce métier? Oui, forcément, oui, parce que c'est vrai que je sens parfois qu'il est tabou et qu'il y a des soirs où il trimballe beaucoup de choses sur les épaules et dont il ne parle pas tout le temps en intégralité. Voilà, parfois, voilà, forcément. Ouais. Et beaucoup d'enseignants le disent d'ailleurs que parfois, ils préfèrent aussi juste couper les vannes en rentrant à la maison pour un petit peu se mettre à distance de ce qu'ils ont pu vivre, qui est parfois difficile. Bonne journée du sourire à tous. N'hésitez pas, surtout de sourire, non seulement c'est gratuit, mais en plus on compte plus tous les bienfaits de sourire. Et ça, c'est la partie sérieuse de la chronique, bienfaits du sourire pour les bébés, pour les jeunes enfants. Mais oui, sourire pour un tout petit, ça renforce, figurez-vous, le système immunitaire, ça oxygène le cerveau, ça réduit le stress. Pas mal quand même, juste avec un sourire. En plus, on se muscle quand on sourit. Est-ce que vous saviez qu'on sollicitait 12 muscles du visage quand même, en plus de ceux de l'abdomen, presque comme du sport. Ça vous donne en prime une petite excuse pour ne pas en faire. Moi, c'est ce que je me suis dit. Alors, oui, on va parler de l'efficacité de votre truc quand même. Oui, c'est vrai que... Non, mais apparemment, c'est bien pour les abdos. Rire, sourire. Ah ouais. Vous avez jamais mal aux abdos quand vous riez? Les abdos, c'est le truc qu'on est censé avoir. Je sais pas, moi je sais pas ce que c'est les abdos. Moi non plus. Alors, vous savez que dans l'heure de la récré, on aime bien vous montrer des vidéos rigolotes. Eh bien, aujourd'hui, j'ai sélectionné des vidéos qui ne peuvent que vous faire ça. Regardez. Et en prime, un petit smiley. Yes, pourquoi? C'est tout à fait corrélé, mais oui, c'est la petite info en plus, puisque la Journée mondiale du sourire a été inventée par l'artiste américain Harvey Ball, qui a aussi créé le fameux smiley. Du mot? Smile, sourire en anglais. Extraordinaire. Voilà. Fin de cette édition, ce week-end, 31e édition de la Fête de la Science au Musée d'Histoire Naturelle à Paris, avec Delphine Naon qui était sur le plateau pour nous en parler justement. Pour nous retrouver, canal 247 sur les Freebox, schooltv.com bien sûr. Merci à toute l'équipe de School TV. Aujourd'hui, merci en particulier à Agathe Delannoy et Maggie Essel. Bon week-end, ciao.